Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Et on est ravis de recevoir aujourd'hui un fils et sa maman. C'est Paul Elkarat et Sophie Elkarat. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va, Paul? Ça peut aller. Ça Merci. peut aller? Et vous? Moi, ça va bien. Bon, tant mieux alors. Et maman, elle a dit, il faut se tenir droite. Droite? Droit. Ah ouais. Non, mais j'essaie d'être le plus droit possible, mais c'est vrai que le dossier est rigide. Ah, C'est la photo dossier. Mais non, mais je pas dit ça. Ah bah voilà, ça y est, le premier. Oh là on est là. lancé là. Oh là C'est là un là livre là. incroyable. Voilà, on vous Paul reçoit. Elkarat Et sa maman, ce livre qui s'appelle Atypique chez HarperCollins et qui raconte donc ce long chemin de vous, Sophie, avec votre petit Paul au début, avec ce caractère atypique que sont ces enfants, dont on ne décèle pas tout de suite l'autisme avec le Asperger. Hein, c'est quelque chose qui ne se voit pas tout de suite et qui vous laisse dans l'interrogation. C'est donc une écriture à deux voix. Comment ça s'est passé, Paul? Eh bien, je savais pas que vous me parliez. Pardon. Non, du coup, comme on est deux, c'était une demande qui avait été faite expressément par un nombre assez conséquent de familles, et donc nous avons décidé conjointement, avec un plaisir non dissimulé, de rédiger ce livre et de faire participer en tout premier lieu ma mère, parce que elle reçoit beaucoup de courriers et de demandes, et que c'était, on va dire, ce que l'on pouvait faire de mieux pour les aiguiller, les éclairer. Et c'est ce qu'on a fait, même si évidemment le spectre est extrêmement large et que tout le monde ne se reconnaît pas entièrement dans le livre. En tout cas, beaucoup de monde y trouve leur compte et permettent justement une meilleure appréciation et acceptation aussi de la différence d'ordre neurologique qu'est l'autisme. Et donc, il était louable de par ma position de rédiger sur le sujet. Voilà, et vous rendez hommage à votre maman. Vous dites dès le début qu'elle vous a tenu, porté, secoué. En tous les cas, qu'elle a été là, elle l'a tenu, et vous vous êtes tenus mutuellement, hein, finalement. Oui. Après, je sais pas si me secouer, c'est sympathique à faire. Non, j'ai secoué, c'est-à-dire qu'il y a des Non, moments, c'est pas le terme physique, hein, c'est qu'à un moment donné, il fallait aller vous chercher pour essayer de comprendre. Vous savez ce qu'on fait aux parents qui secouent leur bébé? Oui. Je plaisante. Mais évidemment que il fallait parfois me remettre sur le chemin là où j'avais eu beaucoup de mal à reprendre et à me relever. Et c'est vrai que ça a été une béquille bienvenue pour me permettre de continuer ma route, semée d'embûches avec beaucoup d'obstacles qui parfois étaient difficilement atteignable, et donc son rôle a été capital, je pense. Donc c'est Pourquoi, Sophie, déjà dans ce livre, c'est remarquable, on va avoir le temps d'en parler, mais par exemple, vous expliquez que quand il est petit et qu'il a des voitures, au lieu de jouer avec les voitures, de se les faire cogner, il les range dans un ordre très précis, très carré, et ça vous alerte. Et pourquoi à un moment donné, toute sa vie, il ne comprendra pas pourquoi ce n'est pas grave que les voitures ne soient pas rangées? Je me suis posé la question. Pourquoi ça évolue pas en se disant, tu sais, c'est pas grave si tes voitures sont pas rangées? Mais parce que c'est le cœur du handicap invisible qui est l'autisme. L'autisme, c'est l'enfermement sur soi-même à des degrés divers. Donc effectivement, on parle aujourd'hui, la terminologie en autisme, elle a évolué parce qu'elle est pas encore complètement aboutie. Quand vous voyez que la thèse d'Asperger qui établit le syndrome d'Asperger a été traduit en français en 1998. Enfin, ça c'est hyper récent. Donc tout ça n'est pas encore bien établi d'un point de vue médical. Mais en tout cas, le cœur de l'autisme, c'est l'enfermement sur soi à des degrés divers, d'où la notion de spectre, premièrement. Et deuxièmement, en fait, le problème des personnes avec autisme, c'est que ils ne supportent pas le désordre ambiant autour d'eux. Ils ne supportent pas le désordre du monde. Donc tous les rituels, donc les interactions du bruit, la foule, tout ça, c'est une source de stress. Oui, source de stress, d'agression permanente.
Donc du coup, si je peux terminer juste sur ce que j'étais en train de dire là, en fait, le fait de ranger les voitures, c'est pour répondre à votre question. Hein. Oui. Le fait de ranger les voitures, comme le fait d'avoir des rituels, c'est pour mettre de l'ordre dans ce monde en désordre. C'est tellement insupportable d'avoir un monde en désordre que on va, par son action ou par ses rituels, essayer de tenter de maîtriser un peu ça et de mettre dans l'ordre. Donc les voitures sont alignées, le monde est bien rangé et ça m'apaise, ça me permet de mieux vivre. Voilà. On souligne également, hein, Gilles, que la journée de sensibilisation à l'autisme, c'était donc hier, mais il y a beaucoup de campagnes qui sont menées, voilà, etc. Mais que sur cette question de prise en charge des enfants avec des troubles à spectre autistique et tous ceux qui ont des on va dire des troubles, des TSA, ouais, des TSA et des, on va dire des non visibles, la marche est encore très longue avant d'arriver à une prise en charge. Elle est très différentielle. Elle est très compliquée aujourd'hui. Voilà. On va passer au zapping. Allez, on passe au zapping de la journée d'hier. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est évidemment ce qui a fait la une de tous les médias dans le monde entier. Les taxes mondiales prononcées par le président des États-Unis, Donald Trump. Alors évidemment, les ripostes se préparent, ça va occuper toutes les chaînes d'infos aujourd'hui. Et sur BFM, il recevait Gabriel Picard, président de la Fédération des vins et spiritueux, et lui préconisait une réponse intelligente. Les spiritueux, depuis 30 ans, on a un accord qui s'appelle le 0 pour 0. C'est-à-dire qu'il y a 0 taxe sur les spiritueux qui rentrent aux États-Unis et il y a 0 taxe sur les spiritueux américains qui rentrent en Europe. Donc vous allez faire un bond, vous allez passer de 0 à 20% sur les spiritueux. Exactement. Une des solutions qu'on a portées à la connaissance effectivement de l'exécutif français et de la Commission européenne, c'est de dire dans l'esprit d'un accord réciproque, et il faut avoir des solutions positives aussi, sans être naïf, c'est de dire la même chose sur les vins. Aujourd'hui, les vins qui rentrent aux États-Unis sont taxés à 2%, et à l'inverse, les vins américains qui rentrent en Europe sont taxés à 4%. Donc ce qu'on propose, c'est un reciprocal and fair trade agreement sur les vins, qui serait une façon de prendre M. Trump au mot, et d'appliquer une vraie réciprocité dans le secteur des vins. Mais avec un impact, là, pour le coup, pour le consommateur français. Vous reviendrez. Oui, on va y revenir longuement parce que les déclarations de Donald Trump. Ça réagit déjà beaucoup. Alors avec vous et votre maman, on va parler d'autisme et de différences invisibles. Alors hier, c'était, comme l'a dit Christine, la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Et dans C'est à vous sur France 5, ils ont été à la rencontre des Nasus. Alors les Nasus, c'est une équipe de foot pour les 11-15 ans qui ont tous été refusés parce qu'ils étaient autistes dans les groupes normaux ou dans les clubs normaux. Et ils ont décidé de faire un club et vous allez voir, l'histoire est incroyable. On veut apprendre aux enfants à s'accepter entre eux et surtout à défendre les mêmes valeurs au-delà du résultat. L'important, c'est de participer et de s'amuser. On a rencontré la maman d'Ousmane qui nous a raconté pourquoi il a été difficile pour lui de s'intégrer dans une équipe de foot. En fait, il a vécu du harcèlement scolaire. Mais comment Ousmane a-t-il vécu ce rejet des clubs de foot traditionnels? Ma mère, elle m'a dit qu'il ne me voulait pas de moi. Bon, ça m'a dévasté, j'ai été dégoûté. Ça m'a donné un objectif de devenir plus fort. Je suis très reconnaissante au Nasu parce que mon fils est maintenant épanoui, il est accepté, que ça soit dans ses résultats scolaires ou dans sa manière d'être à la maison, je l'ai trouvé très différent. Et entre deux passements de jambes, on a demandé aux joueurs ce qu'ils pensaient de leur équipe de football. J'ai plein de potes depuis que je suis là, c'est bien. On fait pas de différence selon comme on est. Tout le monde est très gentil avec moi et j'adore l'équipe. Alors Paul, votre maman raconte dans le livre vos épopées en sport. Oui. Ah, vous aimez le sport, Paul? Oui, j'aime bien le pratiquer, j'aime bien le regarder. Non, il n'y a pas de problème. C'était quoi votre sport préféré que vous peut-être faites encore aujourd'hui? Le tennis. Le tennis. Oui. Mais j'aime bien plein d'autres sports. Et Sophie, vous expliquez que les sports co, c'est un peu compliqué pour les personnes comme Paul. Hein. C'est ce qui fait qu'aussi que il a pas été repéré, je pense plutôt, c'est que normalement les personnes porteuses d'un TSA ont des problèmes relationnels, mais surtout de motricité par rapport au sport. Donc en général, ils sont pas très doué en sport, on va dire ça comme ça. Paul, non, il a toujours fait plein de sports parce que
Voilà. Alors là où ça commence à pêcher, c'est effectivement au foot. Alors c'est intéressant votre sujet là, parce que effectivement au foot ça va pas, parce qu'il faut regarder les autres, il faut se coordonner aux autres, etc. Et que lui il avait le ballon, il était planté là, et que tout le monde s'énervait autour de lui parce que qu'est-ce qu'il fout ce gars, il passe pas la balle. Voilà. Donc effectivement c'est chouette d'avoir fait ce club de personnes. Faudra aller les voir. Ouais. Franchement c'est très sympa d'avoir appris ça aujourd'hui. Je vais vous emmener également sur un autre sujet que j'ai choisi pour vous. Alors on découvre dans le livre la longue et lancinante galère du diagnostic par les psychiatres. On pourra en parler. Et hier, Guillaume Durand c'est toujours dans cet vous, Guillaume Durand qui a atteint d'un cancer de la gorge. Eh bien, vous allez voir que beaucoup de médecins n'ont pas diagnostiqué son cancer. C'est juste dingue. Ils se sont trompés 3 fois, plus une radiologue qui m'a dit « Vous n'avez rien, vous pouvez aller courir. » Vous pouvez même partir en vacances. Oui, prenez un Doliprane. Et j'avais une tumeur de 5 cm dans la mâchoire. Mais qui ne s'est pas vu au scanner. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas baissé suffisamment le scanner. Alors, tout ça, vous voyez, je suis un peu gagné par l'émotion. Mais bon, à un moment, on se dit, où est la responsabilité de tout ça? Si on dilue tout ça, j'ai simplement envie de dire, faisons quelque chose, aidons-les. Alors là, ils font une sorte de web séminaire, www.rouge-gorge. Tout le monde peut aller sur ce site et assister à ce web séminaire. Et puis, il y a des courses solidaires et beaucoup de choses en France. Puis, c'était un peu à la mémoire de ce que Pierre évoquait. Après tout, Val Kilmer, c'est pas n'importe qui. Michael Douglas, dans l'histoire du cinéma, c'était pas n'importe qui, et beaucoup de gens qui nous ont quittés. Oui, c'est un cancer de la mâchoire qu'il a, effectivement, et il est le porte-drapeau aujourd'hui de cette semaine de sensibilisation à la prévention des cancers, ce qu'on appelle ORL, puisqu'il y en a de plus en plus, malheureusement. Donc la prévention est la meilleure arme. Paul, on en parlera tout à l'heure. À 14 ans, vous aviez déjà emmagasiné des tas d'informations et de connaissances. C'est juste hallucinant quand on lit le livre. Et ben, je vous présente un Paul, mais en Inde, un Paul indien. Et vous allez voir, il a inventé une IA révolutionnaire. Il n'a que 14 ans. Un génie de 14 ans révolutionne la médecine avec une IA capable de diagnostiquer les maladies cardiaques en seulement 7 secondes. Connais-tu l'histoire de Siddharth Nandiala? Plus de 15 000 patients aux États-Unis et 7 000 en Inde ont testé sa technologie. À seulement 14 ans, Siddharth Nandiala, originaire de Dallas au Texas, est aujourd'hui reconnu comme le plus jeune professionnel certifié en IA au monde. Ce jeune prodige est le cerveau derrière Sicardia V, une application révolutionnaire capable de détecter des anomalies cardiaques en quelques secondes simplement en enregistrant les bruits du cœur via un smartphone. Avec une précision de plus de 96%, son application est déjà utilisée dans des hôpitaux aux États-Unis et en Inde et fait l'objet d'éloges pour son efficacité. Incroyable. Si vous aviez pas fait de télé, vous auriez fait quoi? Si vous auriez pas été médiatique, j'entends. J'aurais fait tout pour être publié, parce que j'aime beaucoup écrire, rédiger, griffonner, voilà, que ce soit la lecture. Alors c'est une évidence, mais l'écriture aussi j'aime beaucoup. C'est un exutoire. À chaque fois que j'ai des pensées qui me submergent, j'aime bien les rédiger sur du papier ou sur un document numérique. Et je peux vous dire quelque chose, c'est quand on tape votre nom sur la barre de recherche sur Internet, le premier titre qui sort sous le nom de Paul Elkarat, c'est écrivain. Vous le saviez ça? Non. Quand on fait une recherche toute simple. Non, je m'attendais à autre chose, parce que les gens sont intéressés parfois sur certains sujets. Bah non, c'est écrivain. Donc ouais, je suis plutôt fiancé, c'est ça que vous voilà, avez exactement. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, je suis étonné que ce soit ce mot qui apparaisse en premier. Mais du coup, oui, même si écrivain, ça a beaucoup d'importance pour moi, et j'emploie le mot auteur pour être plus généraliste. Parce que écrivain, pour moi, c'est un niveau au-dessus, mais bon, admettons, j'aime bien écrire de manière générale, et j'ai toujours voulu faire ce métier-là, ce travail-là, même si pour moi ça n'est pas vraiment un travail, mais un plaisir de le faire. Qui met mes pensées en ébullition et mon cerveau en marche permanente. Voilà. Dans le spectre autistique, il y a certains autistes qui ne supportent pas le bruit et la musique. Vous écoutez de la musique ou pas?
Oui. Il n'y a pas de souci. Non. Eh ben, je vous invite aujourd'hui à midi. C'est à midi que la billetterie des concerts de l'Accor Arena de Lady Gaga sera ouverte. Elle va être en France. Alors, malgré ça des va prix prendre un quart d'heure. élevés. En un quart d'heure, je parie que c'est Oui, moi aussi, j'ai même 10 minutes. 220,70 € le carré or. Alors oui, j'avais écrit gageons que les billets vont partir très vite. Alors je vous donne les dates. Ça sera le 17, 18, 20 et 22 novembre, puisqu'une 4e date a été mise en place. Et alors évidemment, ce qui est connu en ce moment, c'est Abracadabra, qui est son nouveau titre. Voilà, pour les fans de Lady Gaga, donc à partir de midi, que faites tourner les ordinateurs pour espérer avoir des places pour les concerts, événements qui auront lieu à Paris au mois de novembre prochain. Vous avez mis un son et vous aviez recherché des billets, c'était pour qui? Une actrice, une chanteuse c'est Diana Ross. Et vous les avez eu vos places? Non. Ouais. Non, mais il faut avoir 12 ordinateurs qui tournent en même temps pour espérer avoir des places. Je sais pas comment ils font les gens, en fait, pour avoir des places. Bref, ceci n'est pas le sujet. Dans un instant, après la pause, on continue avec nos invités pour ce livre atypique, écrit par Paul Elkarat et Sophie Elkarat, la mère et le fils. Cette longue route qu'ils ont menée ensemble pour pouvoir, et qui témoigne aussi de ce quotidien de celui d'une mère, enfin d'une famille, je dirais même, parce que vous parlez aussi de votre mari, des frères et sœurs de Paul dans livre cette histoire. Chez HarperCollins. HarperCollins. Et c'est effectivement très touchant, très intéressant, et surtout il y a beaucoup d'informations qui peuvent aider des personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être confrontées à cela. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Ganzmann. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et on reçoit Paul Elkarat et sa maman Sophie Elkarat pour votre livre écrit à 4 mains, atypique, chez HarperCollins. C'est l'histoire et le long cheminement que vous vivez en famille. Vous d'abord, Sophie, je vais m'adresser à votre maman, Paul, en premier, puisque c'est elle qui ouvre effectivement le livre pour raconter ce témoignage qui vous bouleverse, cette maman qui vous écrit et qui est désespérée parce qu'elle ne déchiffre pas son enfant et elle se demande ce qui se passe. Moi, je voudrais qu'on revienne pour nos auditeurs, Gilles, sur la compréhension des familles et des proches de parents d'enfants autistes Asperger, ce qui est le cas de Paul aujourd'hui. C'est que pendant longtemps, il y a une espèce de culpabilité immense de ces parents qui sont vus et qui ont été vus, peut-être un petit peu moins maintenant, mais qui ont été vus comme de mauvais parents, qui ne savent pas où il y a un problème avec leur enfant. Donc forcément, c'est un problème notamment avec la mère. Voilà, ça a été longtemps ça. Ce qu'on appelait le syndrome de la mère froide, c'est-à-dire la mère qui n'est pas affectueuse, qui n'est pas chaleureuse et qui va créer le problème en fait. Alors quand on sait aujourd'hui que c'est une structuration neurologique du cerveau qui est complètement différente et qui fait qu'ils appréhendent le monde d'une façon complètement différente, ça fait sourire. Longtemps, ça a été le sujet de la mère, et longtemps, ils ont été mis avec des malades psychiatriques. Et donc, ils ont subi des traitements médicaux complètement inappropriés, parce que c'est pas en prenant des médicaments qu'on changera le système neurologique de quelqu'un. Voilà. Donc, on s'est fourvoyé complètement sur ce sujet-là, et aujourd'hui, Dieu merci, on est sorti de ça. Et vous racontez la liste longue comme le bras de tous ces médecins que vous allez voir en disant il se passe quelque chose, aidez-nous en fait. Et vous n'avez pas de réponse. Ils peuvent pas nous aider parce qu'ils sont dans l'ignorance du sujet. Donc c'est le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce médecin Asperger était un médecin viennois qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a identifié, il a tout écrit, il savait déjà tout. Simplement, étant donné que du fait, c'est compliqué. Il est passé dans l'ombre, il a été complètement oublié du fait, de sa collusion avec les médecins nazis. Donc il a été complètement oublié. Il se trouve que dans les années 80, une psychiatre britannique, londonienne, Lorna Wing, s'est intéressée au sujet parce que sa propre fille présentait des syndromes autistiques et a exhumé la thèse d'Asperger. Vous voyez, les années 80.
Enfin, voilà. Et donc a remis le syndrome d'Asperger sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, donc, on part de très 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 loin. Voilà. Donc pendant que votre maman fait toutes ces recherches, quand vous avez 9-10 ans, est-ce que vous vous sentez déjà un enfant différent ou pas? 9-10 ans, je suis quelqu'un qui est très curieux, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui aime bien attirer l'attention aussi, qui aime bien amuser. Ah, vous êtes un bouton-train à l'école, oui, dans le livre. Qui aime bien amuser la galerie. Mais de là à neurologiquement me considérer comme singulier à part entière, non, je pense pas que j'avais ces considérations-là à un âge aussi jeune. Même quand vous faites des crises, même quand vous exigez que tout ça, c'est dans le livre. Faut vraiment lire ce livre chez HarperCollins. Quand votre maman est obligée chaque soir à venir vous montrer des baleines qui sont sur des affiches. Enfin, c'est moi qui lui montre, mais ça, ça c'était encore, j'étais encore plus petit, là, j'avais 3-4 ans, là. Voilà, donc c'était même avant, mais je ne m'en souciais pas, je considérais que si je faisais une crise ou que j'étais agacé par quelque chose, c'est qu'il y avait une raison bien définie et que c'était justifié et pas que c'était excessif de réagir de la sorte. J'avais pas cette conscience-là, je pense. Mais bon, de nos jours, ça a changé. Là vous faites plus de colère en ce moment? J'ai pas dit que je faisais plus de colère, que je m'énervais pas. Tout de même, je ne suis pas transformé en un autre être vivant. Mais oui, il y a toujours des phases d'angoisse, des phases de nervosité assez prononcées. Vous faites toujours des listes? Toujours, et encore plus maintenant. Oui, parce qu'il faut raconter à nos auditeurs que vous racontez dans le livre, Sophie et Paul aussi, c'est cette passion qu'il a pour les listes, pour tout. La dernière en date, c'est laquelle, Paul? La dernière en date, c'est celle que je fais depuis plusieurs années déjà, qui est une nécrologie à grande échelle. Une nécrologie dès que quelqu'un est mort, vous mettez. Oui, c'est ça. Mais qui, par exemple, des gens connus des gens connus ou pas connus. Donc vous allez fouiller quoi sur Je vais fouiller dans les dictionnaires, sur les sites internet, les Wikipédia. Sur les pages de nécrologie des journaux aussi. Quand même pas. Non, mais les gens sont pas connus. Non, il faut quand même qu'il y ait qu'il y ait une certaine notoriété à une époque ou pas d'ailleurs. Et ça a l'air de faire sourire ta maman qui réagit à ça. Je voudrais dire plusieurs choses. Là où j'ai su qu'il commençait à y avoir un souci, c'est quand il me dit j'aimerais bien grosso modo ne pas faire de crise, j'aimerais bien, mais ma tête elle veut pas. Ouais. C'est-à-dire j'aimerais bien faire ce que tu me dis de faire ou arrêter de faire ce que je fais, mais ma tête elle veut pas. Donc il y a un conflit dans la tête. Donc là déjà ça commence voilà. Les listes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les listes, c'est une façon de contrôler la connaissance, de contrôler le monde, d'essayer de tout savoir pour s'apaiser en fait. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, c'est comme les voitures alignées, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est de mettre de l'ordre dans ce désordre qui est dans sa tête par rapport au monde dans lequel on est. C'est d'être c'est pour que l'extérieur comprenne que eux ils sont. Vous êtes en tous les cas dans un monde où pour vous son cerveau il a besoin d'être nourri en fait. C'est-à-dire si je l'emmène en vacances ou en week-end, je vais me dire il faut que je le nourrisse intellectuellement. Il faut qu'il y ait de la connaissance qui arrive au cerveau. Il faut qu'il apprenne des choses. Donc c'est tout le muséum d'histoire naturelle, cette balade. Oh oui, la dernière fois que j'y suis allé, ça remonte à il y a peut-être des choses nouvelles que vous n'avez pas enregistrées. Non. Après, depuis que j'y ai mis le pied, il y a dû y avoir des évolutions justement. Oui. Donc il faudra que j'y retourne. Oui. Mais sinon j'ai déjà fait des musées quand j'étais sur Paris. Oui. On parlait de la sensibilisation autour de l'autisme l'année dernière, en 2024. Il y a eu un spot publicitaire que vous avez fait avec Paul Mirabel. Wow. Et c'était dur à faire? Non, c'est les réactions derrière. Ah bon, il y a eu quoi comme réaction? Parce qu'il est génial le spot, non? Ça n'a pas été apprécié? Par les personnes autistes moyennement. On l'écoute, je dois dire. On écoute le spot. Le traité de Tordesillas. 1494. Quelle est la capitale de l'Eswatini? Mbaban. Tu sais tout sur tout, quoi. T'es vraiment une grosse tête.
D'ailleurs, en parlant de tête, j'ai une autre question. Qu'est-ce que je ressens là? Tu es content? Non, regarde bien mes yeux. Je sais pas. Je suis contrarié. T'as donné ta langue au chat. Je suis pas donné ma langue au chat. Il y a un chat. Les personnes autistes ont des difficultés à reconnaître les émotions et à comprendre les expressions imagées. En avoir conscience, c'est déjà un premier pas. Y a pas de chat. Qu'est-ce que tu racontes? Mieux connaître l'autisme, c'est mieux vivre ensemble. C'est dégueulasse en plus de donner sa langue au chat. Et pourquoi ça a été mal perçu? J'ai regardé sur les différents réseaux qui ont, ils ont posté. Oui, ils ont posté sur comme je le disais, différents réseaux. Et c'est vrai que il n'y a pas eu beaucoup de commentaires positifs, on va dire. Après, c'est pas que j'accorde un entier crédit à tout ce qui est écrit, mais c'est vrai que je suis pas habitué non plus à ce qu'il y ait beaucoup de réactions négatives. Mais en tout cas, moi j'ai fait une action que je considérais comme louable pour un spot gouvernemental. Évidemment que moi-même je ne reflète même pas le rôle que j'ai joué dans ce. Évidemment que je comprends le second degré, les expressions imagées. J'ai aucun problème. Vous n'avez pas mesuré que au-delà des messages que vous recevez sur Internet, qu'il faut prendre avec beaucoup de. Non, mais bien sûr. Vous avez aidé plein de gens. Ah oui, non, mais il y a des gens qui ont été ravis de ces campagnes de sensibilisation et d'autres qui ont eu plus de mal parce qu'ils considéraient que c'était des clichés. Mais le but premier, c'était justement d'exprimer qu'une partie, certes pas aussi vaste qu'on pourrait le penser parce que le spectre est extrêmement large, qui représente des gens qui ont des difficultés avec le second degré, les expressions imagées, et qui aussi peuvent savoir des choses beaucoup plus que la moyenne, même si c'est une part assez restreinte. Mais ça n'avait pas pour but de représenter une entièreté qui est tout bonnement impossible à afficher. Absolument. Donc c'était ça qui était louable dans les faits, et c'est vrai que, et j'extrapole pas, c'est vrai que les réactions étaient difficiles aussi à lire. Eh bien, on entend que effectivement ça vous a touché, Paul Elkarat, Sophie Elkarat. On reste avec vous, on fait une courte pause sur Sud Radio. On vous reçoit pour ce livre atypique paru chez HarperCollins, et vous en parliez, Paul, cette difficulté justement d'acceptation de l'autre qui est différent, parce que quand on est autiste avec un syndrome Asperger, il y en a des dizaines de profils différents, et que pour la société, on aime bien mettre les gens dans des cases et que ça réponde bien à certains critères. Donc parfois c'est un peu difficile pour la société. On va en discuter avec vous deux. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Alors, il nous reste quelques minutes. On pourrait faire 2 heures sur cette émission. 3, effectivement. Et on va en parler à la direction. On va enlever tout le monde. On reçoit Paul Elkarat, Sophie Elkarat pour votre livre atypique chez HarperCollins. Alors, Paul, on resitue aussi, c'est que vous avez connu une notoriété en allant à la télévision, en étant le recordman de présence dans les 12 coups de midi, 152 tours passés. Vous êtes éliminé à la 153e session, c'est ça? Enfin, j'étais deuxième provisoire au moment où je suis passé en 2019. J'avais pas réussi à dépasser le record. Non. C'était qui à l'époque? Christian Quesada. Très bonne question. Voilà, très bonne question. Mais je vous réponds. Voilà. Mais en tout cas, oui, j'étais dans le top 3. Bon, maintenant, ils m'ont dépassé. Plusieurs personnes, oui. Mais simplement, c'est par rapport à vous, Paul. C'est donc une émission, et Sophie, vous en parlez dans ce livre, sa maman. C'est une émission qui va changer votre vie à tous, et notamment concernant la question de l'autonomie, de l'envol de ces enfants qui sont atteints d'autisme avec un syndrome Asperger. C'était important de savoir pour vous. Oui, et puis pourquoi vous avez voulu faire cette émission? Parce que voilà, vous vous retrouvez dans votre pire cauchemar. Il y a du bruit, il y a des techniciens. On enregistre 5 ou 7 émissions dans la journée. C'est vrai que
Je me suis dit tout de suite, s'il y a des techniciens, ça va pas le faire. Non, mais la première fois que vous arrivez sur le plateau, c'est un ensemble de facteurs. En réalité, c'est vaste, c'est grand. Il y a beaucoup de monde, il y a un public en liesse, il y a beaucoup de bruit, de lumière, de stimuli. En tout genre, donc oui, c'est absolument pas l'environnement, l'atmosphère qui me sied. Donc c'est vrai que je me suis simplement dit que j'aurais mieux fait de juste rester à Grenoble et de participer un samedi après-midi à ce jeu et ne pas savoir que 5 mois après on allait m'appeler pour me faire venir et encore moins que j'allais rester aussi longtemps. Non, ça c'était inimaginable. Et vous, Sophie, quand il vous dit je vais au 12 coups de midi, vous dites quoi? En fait, c'est un moment où il est dans une phase dépressive sévère, la plus sévère qu'il ait jamais eue. Ah oui. Donc avec son père, on pense que ça va être juste une petite tocade, que ça va passer, que voilà, il va faire ça, mais que ça lui fera du bien. Donc de toute façon, on était prêt à faire tout pour qu'il puisse se sentir mieux à un moment. Et donc son père l'a accompagné une première fois et ça a pas fonctionné. Et je l'ai accompagné moi une deuxième fois et là, au bout de très longtemps, on l'a appelé. Mais moi, je lui avais dit, ne pense pas que maintenant, n'aie pas espoir qu'on t'appelle. C'était des mois et des mois après. Il avait une camarade qui était passée et qui, elle, avait déjà été appelée, etc. Donc on pensait que c'était fichu. Mais qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est la télévision ou le fait de jouer? C'est-à-dire d'être dans un système de jeu et de se confronter à soi-même? Alors, ce qui l'a sauvé, c'est clairement le jeu. Parce que toutes ces années, il a accumulé de la connaissance en lisant, en écoutant des choses, etc. Et pendant toutes ces années, dans le système scolaire, on lui a dit tu sais beaucoup de choses, c'est bien, mais c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de savoir quelques trucs et de savoir organiser ta pensée, de savoir rédiger, analyser, construire des devoirs, etc. Donc en fait, il a pas du tout été valorisé sur ses connaissances brutes. Et d'un coup d'un seul, dans l'émission, on l'admirait. Parce que il avait cette connaissance phénoménale. Et du coup, ça a changé. Il est sorti de je sers à rien, je sais plein de trucs, mais ça sert à rien, etc. Et ça a été miraculeux. Avec des choses incroyables. C'est-à-dire que vous avez fait, par exemple, Fort Boyard. Vous avez fait une épreuve qui s'appelle la momie. C'est-à-dire que on imagine rarement un autiste qu'on va mettre sur un endroit et qui va être emballé par une bandelette pour devenir une momie, justement, s'il répond pas aux questions. Et on se dit que pour un autiste, c'est quand même... Ça veut dire qu'il a passé un cap où on peut même l'enfermer sans qu'il panique, tout en répondant à des questions. Voici l'extrait de Fort Boyard. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Père Fouras. Comment vous sentez-vous, mon petit Paul? Un peu anxieux, mais... Oui, mais vous êtes un champion, vous, les énigmes, l'habitude de faire travailler votre tête. Oui, mais c'est vrai qu'il me faut toujours un certain temps, et là, comme c'est un temps imparti, j'ai peur de ne pas pouvoir répondre, alors même que j'en ai les moyens. Voici l'énigme. Vaste étendue de terre, paradis du solitaire, c'est une plage dépourvue d'eau. Toujours bossu est son vaisseau. Qui est-il? Allez-y. Le dromadaire, le chameau, le désert. Le désert? Le désert? Bon, alors, Paul, alors vous êtes étonnant, vous êtes brillant, Paul. Ouais, je pensais au désert dès le début, j'ai préféré dire, comme le vaisseau du désert, c'est le chameau, c'est le dromadaire, je préférais dire ça d'abord et ensuite le désert. Mais oui, effectivement, le désert. Vous vous souvenez de Fort Boyard? C'est incroyable. Oui, je continue à parler alors que j'ai le bandelette sur le et on voit ma bouche qui parle au travers. C'est incroyable de faire des émissions de télé quand même. Et vous avez jamais voulu en faire une à vous, les émissions de télé? Vous avez des projets? Vous envoyez des synopsis, des choses aux chaînes de télé? Pas encore. Mais j'ai pensé un jeu. En fait, il y a des idées, mais je sais pas exactement par quelle boule prendre, comment organiser la chose, comment créer l'occasion. Mais je pense un jour tenter de faire
un podcast sur pas forcément que sur les crimes, mais faire un podcast où par exemple chaque jour je raconterai une anecdote sur l'histoire du monde par exemple. Ça serait quelque chose que je pourrais faire, je pourrais rédiger. J'y ai pensé et il faudra que je m'en ouvre au directeur des programmes d'RTL ou de Sud Radio. Ou de Sud Radio. Mais non, mais c'est parce que je suis aux grosses têtes. Vous avez vu Patrick Roger. Vous pouviez parler au directeur. Roger. Qui est le patron de la station. D'accord, aussi, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes d'accord que de vous médiatiser, ça a changé votre maladie, ça vous a sauvé ou pas du tout? Ou ce n'est qu'un moment et qu'une parenthèse dans la maladie? Je suis pas malade, pas encore. Non, mais vous m'avez compris. Non, mais il faut pas employer ce mot, monsieur. Bon, alors, non, mais c'est important pour les auditeurs de considérer que c'est une autre manière de fonctionner et non pas justement une maladie qui est irrémédiable, on va dire. Mais en tout cas, je fais de mon mieux pour me battre contre des tourments qui sont omniprésents et c'est et les préjugés. Oui, ça après je les dissipe plutôt bien parce qu'il y a une communication, une conversation qui s'instaure et c'est le but de la manœuvre que de s'exprimer avec d'autres qui ont des questions et qui s'interrogent. Ouais, et vous terminez votre livre par la liste longue, très longue et sans doute pas complète. Alors ça fait partie des listes de toutes ces personnalités célèbres qui ont marqué l'histoire et qui sont comme vous, Paul. C'est des autistes syndrome Asperger, comme on dit. Woody Allen, Tim Burton, je prends au hasard. Greta Thunberg, par exemple. On se moque beaucoup d'eux, mais ça fait partie des personnes qui marquent le monde. Michael Phelps. Pour les sportifs, par exemple, John McEnroe, Lionel Messi. Également, toutes ces personnalités qui nous ont marqués. Moi, je ne peux que conseiller aux personnes qui ont autour d'elles ou qui s'interrogent ou qui veulent s'y intéresser, parce qu'il y a plus de 300 000 familles qui sont concernées en France et ce chiffre est bien en dessous de la réalité. De lire ce livre atypique chez HarperCollins. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis juste parce qu'on en a Elon Musk, Vladimir Poutine. Voilà. Il est autiste, Vladimir Poutine aussi, apparemment. Ah bon? Il y aurait des petits troubles autistiques. Alors, la seule chose qu'il faut aussi ne pas oublier dans l'histoire et qui est présent dans le livre, c'est le papa aussi de Paul et les frères et sœurs. Et les frères et sœurs, Ali, et les trois, toute la famille a joué un rôle. C'est ce qu'on découvre dans ce livre, que ça soit Ali ou le frère et la sœur. Et donc c'est important aussi de les citer parce que vous êtes tous les deux ici. Oui, c'est bien. Merci. Louise et Samy. Mais de montrer que c'est toute une famille qui va se mettre autour de Paul et de... En même temps, vous avez eu une vie professionnelle où vous avez beaucoup bougé, donc obligeant tout le monde à se et Paul a suivi tout ce changement de... Ah ben Paul, à 4 ans, il va pas rester tout seul, ça c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... valise et tu viens. Et... changement d'école, de ville, très souvent. Très souvent, Oui, j'ai changé. La Réunion, la Martinique. La Réunion, Chartres, Luisan, Martinique, Grenoble. Oui, j'ai changé d'école 5 fois au moins. Tout ça, on le retrouve dans ce livre que vous signez tous les deux, Paul Elkarat, Sophie Elkarat, mère et fils, atypique chez HarperCollins. Merci infiniment d'être passé nous voir ce matin sur Sud Radio. C'est déjà fini. À moins que vous vouliez rester pour commenter l'actualité. Oui, bien sûr. Et puis précise à nos auditeurs qu'on n'a pas beaucoup parlé de médias, parce que l'important c'était de parler de l'autisme et que on n'a pas été sur des questions médias volontairement. Oui, parce qu'on Merci beaucoup. Merci à vous. Parce qu'on parle du livre et de l'autisme et voilà pourquoi on n'a pas été merci en tout cas médias. De vous intéresser. Oui, merci. Oui. Merci à vous deux. Dans un instant, Gilles, on se retrouve. Et la prochaine fois, on parlera médias, Il y aura Valérie qui sera là, elle va pas vous lâcher. Valérie, oh mince. Allez, à Valérie. Tout de suite. Merci à vous. Dans un instant, on débat, on a tenté de se mettre d'accord. À tout de suite.